Salut et bienvenue sur cette veille produit. Cette semaine, j'ai analysé une quarantaine de contenus, donc des podcasts, des interviews vidéo, des newsletters, et j'en ai retenu deux sujets très chauds où beaucoup de sources convergent. Allez, on y va. Rappelez-vous, il y a eu la ProduConf en mai à Paris, une des plus grandes conférences de France qui réunit les experts du produit. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister, alléluia, ils ont sorti sur leur chaîne YouTube semaine dernière énormément de leurs talks filmés. J'ai disséqué cela, de nombreuses vidéos, et ressorti un insight commun intéressant qu'ont mentionné la majorité des speakers. Alors on a appris en 2025 que l'IA nous fait gagner du temps. En productivité personnelle, chacun dans son coin, ça a été net et clair, c'est utile. Mais désormais, le plus gros challenge cette année, ça réside dans le fait de pouvoir réussir à travailler tous ensemble de manière collective avec l'IA, en équipe. Alexia, designer advocate chez Figma France, a abordé ce problème lors de la ProduConf. Elle précise que oui, utiliser l'IA individuellement s'est prouvé comme efficace. Mais collectivement au niveau de l'équipe, ça ralentit. Parce que tout le monde cuisine de l'IA dans son coin et cette isolation va justement tuer l'efficacité. C'est OK. 2025, c'était un peu la phase expérimentation. On a testé, ça va vite, c'est cool, on voit l'intérêt que ça pourrait avoir. Mais maintenant, le next challenge, c'est comment est-ce qu'on passe à une phase d'industrialisation? Comment est-ce qu'on arrive à prendre une équipe entière et à les faire travailler ensemble en utilisant ces nouvelles technologies? Et là, ça devient un petit peu plus inconfortable comme constat, parce que pour chaque chose qu'on débloque, en fait, on a un défi qui va se déplacer ailleurs. Donc parmi les défis qu'elle a soulignés et les solutions apportées, le premier, c'est que l'IA permet d'aller très vite. Mais parfois, on peut aller dans la mauvaise direction. Sa solution, c'est de renforcer la direction et intention, mieux prioriser et décider de ce qu'il faut vraiment construire avant d'exécuter. Donc, peut-être faire des meetings entre nous au sein de l'équipe produit, vérifier qu'une personne n'est pas en train d'expérimenter sur un sujet dans son coin sans en avoir parlé aux autres et qui va peut-être dans une mauvaise direction et donc qui serait en train de perdre du temps. Deuxième sujet concerne la qualité de ce qu'il faut apporter pour passer d'un prototype à un vrai produit en production. Donc 80% du travail est assez simple. Créer le prototype, c'est rapide à faire avec de l'IA. Mais quand on veut passer du prototype à la réelle version finale qui va aller en production, c'est-à-dire les derniers 20% finaux, c'est là que c'est le plus coûteux et le plus difficile à faire. La solution qu'elle a apportée, c'est de mettre des standards et des garde-fous pour éviter des itérations infinies et de mieux contrôler la qualité du produit sur cet aspect, afin d'avoir un vrai produit capable d'aller en production. Le troisième concerne l'absence de gouvernance dans un monde où tout le monde peut produire. À cause de ça, justement, il y a des risques de dérive et de chaos créatif. Ici, on a Christopher Parlow, CPO chez Usign, qui a dit que Moi, je pense qu'on a trop attendu chez Usign avant de passer à la phase de scale et de définir cet OS et de dire ok, c'est comme ça qu'on travaille. Moi, j'ai des PM qui sont allés très très loin dans l'expertise sur les racks, sur les modèles. Ah ouais, moi, je suis sur Sonnet 4.7, ouais, mais ça répond pas pareil et tout. Et pendant ce temps, il y avait les PM à côté qui avaient toujours pas mis en place le workflow sur la QA dont on se parlait tout à l'heure. C'est pas facile qu'on sorte cette phase où on les a rendus super libres. Vous pouvez tout tester, vous avez accès à tous les outils, montrez-nous ce qu'on peut faire avec. Il faut quand même assez rapidement revenir dans une phase de ok, maintenant qu'on a vu ce qu'on pouvait faire, voilà les gains qu'on cherche pour l'orga, et on se met d'accord et on déploie ces gains-là complètement dans toute l'organisation. Et donc il faut les accompagner pour faire ça. la solution, c'est d'instaurer des standards d'équipe et surtout des bonnes pratiques d'usage de l'IA pour canaliser la production. Le quatrième et dernier défi dont elle parle, c'est la difficulté à industrialiser le contexte, c'est-à-dire le design, les décisions, les intentions. Sans mémoire commune au sein de l'équipe, l'IA et les équipes vont optimiser localement. C'est arrivé pareil pour Florian Cordel, VP Product chez Cezid, qui le dit. Ce que je voulais dire sur la partie knowledge management, c'est qu'il y a une manière d'écrire ta documentation qui est une manière qui sera beaucoup plus aisée pour un utilisateur, pour un client, pour ton interne, et qui ne sera pas compris de la même manière pour un agent. J'ai bien toute la documentation, j'ai bien toute la formation qui est disponible pour ces agents. Si j'ai un agent qui fait de l'intelligence économique, qui fait de l'intelligence compétitive, est-ce que je lui ai donné les bons accès à tel outil d'intelligence compétitive à Clou? Est-ce que je lui ai donné accès au bon site web de mes concurrents, etc. Et nous, on s'est rendu compte, un cas plutôt personnel, que beaucoup d'informations étaient dans la tête des sachants. C'est je sais que mon analyse compétitive va passer à travers tel compétiteur et je connais parfaitement la grille de pricing de tel compétiteur. Pour autant, un agent, lui, n'a pas cette information-là.
La solution, c'est de rendre le contexte design partageable, c'est-à-dire le design system, les token patterns, l'édition produit, pour garantir la cohérence globale. Et on a un autre talk, celui de Grandin Donovan, chez BNP Paribas, qui confirme avec une distinction nette qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est de pouvoir justement avoir l'IA utilisée de la bonne manière d'un point de vue collaboratif, point de vue équipe. Les problématiques qu'il y a eu, lui, sont mises à une échelle de grandeur beaucoup plus large, étant donné qu'il travaille dans un grand groupe comme BNP Paribas, une organisation très fragmentée, avec des équipes, des pays et des niveaux de maturité différents. Il parle par exemple d'une complexité organisationnelle gigantesque et d'un système où le niveau de communication n'est pas forcément très fluide, ce qui crée des pertes de contexte entre le design, le produit et le business. Sa solution, lui, et c'est un terme assez intéressant comment il le dit, c'est de créer un tissu connectif du produit grâce au partage de contexte et des informations. Donc ce que ça veut dire par là, c'est concrètement mieux connecter le design, le produit et la tech via des systèmes communs comme des design systems, des patterns, documentation structurée et surtout le transfert d'informations. Il veut automatiser la circulation de l'information avec l'IA grâce notamment par exemple à des MCP, donc c'est ces fameux branchements d'outils IA entre eux, pour réduire les pertes de contexte entre les équipes. Imaginez que vous arrivez en fait à connecter tous vos outils de contexte ensemble, Notion, Figma, Slack, etc., afin que l'information ne se perde pas, que tout le monde soit au courant de ce qui est en train de se réaliser. Et surtout, grâce à cette connaissance de qualité, ça va pouvoir être réutilisé pour d'autres personnes qui sont travaillées sur d'autres tâches, qui vont avoir toutes les dernières informations un jour et tout le contexte qui va être utile pour leur IA. Le deuxième sujet va parler du fait, plusieurs sources indiquent que le prochain produit n'aura peut-être pas d'interface. On a Tony Fadell qui est le grand-père créateur du iPod et iPhone. Il a aussi écrit notamment un super livre qui s'appelle Build, où il partage ses conseils en tant que product builder et entrepreneur, que je vous recommande fortement. Il dit dans le podcast de Lenny dernièrement, donc semaine dernière, on a passé 30 ans à forcer les utilisateurs à apprendre nos logiciels. Les agents aujourd'hui permettent l'inverse. C'est le produit qui s'adapte à l'utilisateur. L'interface devient optionnelle et des boîtes ont déjà basculé là-dessus. Quand vous parlez à une IA, en fonction de ce que vous lui demandez, il va s'adapter. Il va vous donner un tableau, il va vous donner une liste de bullet points, il va peut-être juste vous dire à l'oral d'une manière que vous aurez voulu avoir le format d'output, etc. Ça s'aligne également avec Lucien Bredin, qui est CPMO chez Naboo. Lors de son talk à la ProduConf, il parle du principe de Service as a Software. En 2025, on vendait le logiciel. Aujourd'hui, en 2026, on vend le résultat. En fait, sur le modèle SaaS classique, en 2025, vous vendiez un outil pour accompagner l'utilisateur. Aujourd'hui, en 2026, vous allez vendre le travail lui-même. C'est que l'IA doit être invisible. Ce qui se passe, c'est que lorsque votre logiciel fait des choses compliquées en back-office et que vous fournissez uniquement une interface très simple pour vos clients, par exemple un email ou un SMS, ça vous permet, comme moi derrière, de parler à un client, mais de gérer en fait 70 clients en parallèle. C'est tout l'intérêt du service as a software et c'est la thèse dans laquelle, il y a encore 4 ans, les gens ne croyaient pas beaucoup. Tu ne vends plus désormais juste un outil, un produit. En réalité, tu vas vendre un outcome. Donc, pas juste avoir un logiciel de support, mais tes tickets seront résolus. Et pas juste vendre un outil de traduction, mais dire ton contenu sera localisé. L'interface, pour lui, c'est juste le tableau de bord de supervision. Et voilà, c'est terminé pour les 3 sujets de cette semaine au niveau de la veille. Alors sache une dernière chose qui est très importante, c'est que toute cette veille que je viens de faire, elle a été en réalité produite par mon agent IA personnel. Il s'appelle Victor et il tourne sur veilleproduit.fr. Donc c'est un agent IA que j'avais créé à la base pour moi pour automatiser toute ma veille produit afin que je ne rate pas les dernières tendances, que je passe pas trop de temps non plus à regarder trop de vidéos ou lire trop le soir avant de dormir. Et donc Victor fait tout ce travail pour moi chaque semaine. Il va consulter les newsletters de l'écosystème, regarder des vidéos, écouter des podcasts, tout ça parmi les meilleures sources de l'écosystème qu'on connaît, avec bien sûr le ticket, Lenny côté États-Unis, Super Designer en termes de podcast. Voilà, vraiment des très très bonnes sources. Le but c'est pas qu'il aille juste paraphraser ce qui a été dit, il va plutôt me sortir les insights les plus intéressants. Et ensuite j'ai quand même accès aux sources pour ensuite aller accéder à la source et lire plus en détail. Donc j'avais fait ça il y a pas longtemps d'expérimentation et après l'avoir montré à pas mal de PM, beaucoup ont adoré et donc je l'ai mis en accès libre gratuitement au public, aux confrères et aux consoeurs. Donc si vous voulez aller l'utiliser par vous-même et vous abonner, vous pouvez donc paramétrer Victor pour qu'il puisse faire la veille pour vous, la veille produit. Et donc il est accessible depuis veilleproduit.fr.
n'hésitez pas. Et dernière chose, surtout, si jamais vous avez aimé ce format vidéo de veille produit, n'hésitez pas à mettre un like, de s'abonner et le partager à vos collègues. Si je vois que ça grossit, dans ce cas-là, je vais mettre doublement d'efforts là-dessus. Merci beaucoup et bonne semaine à tous.